tout le monde est là? Tout le monde est là. Waouh. Apparemment. Ouais, je pense. J'ai failli être dans le même bureau que Armand. Un bureau Google Meet, je pense. C'est ça. Du coup, je me suis permis, j'ai lancé directement l'enregistrement. Je ferai le montage après coup. Pour ça, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Je présente peut-être Olivier, ou tu veux commencer? Vas-y. Okay, toi le chef. Bon, donc, du coup, l'idée, c'est qu'en fait, on a fait un petit podcast avec Olivier il y a quelques semaines, où il nous présentait son outil MyRankingMetrics. Je pense que vous devez connaître. Donc, c'est un outil qui permet de faire des audits avec plus d'interprétation que ce qu'on peut avoir sur Screaming Frog. Donc, c'est quand même assez pratique. Et donc, on a fait l'audit du site SEO Monkey, qui est en fait un petit site où on a une cinquantaine de pages. Il y a la moitié des pages qui ne sont pas indexées. Et donc, on avait assez peu de données. Et donc, on a fait un jeu concours. Et le but de ce jeu concours, c'était de faire gagner quelques audits RMTech de Olivier. Et surtout, essayer l'outil sur différentes typologies de sites. Donc moi, je connais très bien le site Warmongo, qui est un site, justement, un gros site, entre guillemets, un site important en termes de e-commerce. Il y a pas mal de produits, pas mal de catégories, pas mal de marques. Donc, beaucoup plus de choses exploitées sur ce site. Par contre, pour le site de Armand et Fabrice, moi, personnellement, je ne les connais pas. Donc, je pense que c'est Olivier qui va pouvoir faire cette petite introduction. Qui va pouvoir faire une présentation? Ouais, cette petite intro, quoi. Nous présenter un petit peu Armand et Fabrice. Oh, bah moi, je vais les laisser présenter leur propre site. Et il y a Armand, je crois que c'est le sien, le tien. Hein. Oui. Et Fabrice, c'est celui d'un client. Je préfère les laisser présenter les sites, ça sera mieux fait. Alors, qui commence? Vas-y, Armand. Go. Avec plaisir. Donc, Tesla Magazine, c'est effectivement un site qui se range dans la catégorie contenu de masse, puisqu'on a un rythme de production qui est à peu près de 2 contenus par jour. Et on veut être une source de médias pour les personnes qui souhaitent passer à l'électrique. Donc, on était a priori très ancré sur l'aventure de Tesla Motors, Tesla ensuite. Et aujourd'hui, c'est plutôt orientation véhicule électrique. Donc, on a des contenus qui justement se dispersent. Et la problématique SEO, je m'y attelle depuis maintenant 1 an et demi. Avant, pas du tout. Voilà, donc c'est une sorte de vieille dame, quoi. Mais qui montre des signes de jeunesse parfois. Ok. Comme ça. Et toi, Fabrice, dis-nous un peu. Voilà. C'est un site international, je crois, multilingue. Alors, ouais, en fait, c'est un site Hospital. Donc, c'est un site effectivement d'un de nos clients, en fait, que j'ai depuis très très longtemps. Là, c'est de l'associatif. C'est tout ce qui est information non médicale qui va tourner autour de tout ce qui est hospitalisation d'enfants. Voilà, c'est un site qui est fait donc par le CDCS, qui est le centre de documentation de la région bruxelloise. Vu que je suis belge, j'ai pris un cas belge, hein. Ça va changer un peu. Et donc en Belgique, forcément, on a d'office les programmes multilingues. Hein. On a d'office des sites en 2, 3, parfois 4 langues. C'est quasi automatique chez nous. Voilà. Et donc, c'est un site aussi, voilà, avec beaucoup de contenu, pas mal de pages derrière en plusieurs langues. Et je pense que c'est un bon exemple. En plus, je leur ai dit, parce que comme c'est une association, on allait faire ce type d'audit. Et d'office, on dit que ça leur ferait déjà fort plaisir. Et voilà, c'était l'occasion de faire plaisir à une association bruxelloise. Quoi. Super. Du coup, Léa, tu peux nous présenter un petit peu Warmongo? Oui, je peux, même si tu l'as très bien fait. Donc, Warmongo, c'est un site de e-commerce pour les professionnels du bâtiment. Donc, ça fait qu'on a beaucoup de pages avec beaucoup de contenu. On a à peu près 1300 catégories pour l'instant sur le site et on travaille avec environ 400 marques.
Voilà un petit peu pour la présentation de Warmongo. OK. Bon, moi, je précise que le but, c'est pas que je rentre dans les détails. Hein. Je n'ai pas pu du tout faire ça, surtout qu'effectivement, ces 3 sites qui sont relativement gros. D'un autre côté, ça m'intéresse qu'il n'y ait pas seulement quelques dizaines de pages parce qu'on a forcément plus de choses à dire. Le but, c'est de vous montrer tous les 3 et puis après, on prendra quelques exemples, je répondrai à des questions. Montrer que, en fait, en quelques clics et en très peu de temps, avec les outils de MyRankingMetrics, notamment le principal RMTech, on peut avoir une vision d'ensemble. Ça, c'est un des points que, pour ma part, je préfère et qui me manque terriblement dans le super outil qui est Screaming Frog. Donc, Screaming Frog, c'est un peu un incontournable. Je l'utilise depuis qu'il existe. Je continue de l'utiliser même si j'ai RMTech. Mais j'ai envie de dire pour des points de détail, parce qu'il me manque la vision d'ensemble. Donc, pour tous les 3, c'est un des points que je montrerai. Et puis après, j'ai choisi 2-3 exemples de choses à regarder dans chacun des audits. Voilà, et puis sur la fin, je préviens un petit truc auquel Antoine ne s'attend pas. Donc voilà, on verra bien ce qui se passera. Une petite surprise. Alors, est-ce qu'on démarre? Je fais un partage d'écran. Comment tu as prévu, Antoine? Ouais, bah oui, carrément, directement, on part sur le partage. Ok, alors, on va préparer ce partage d'écran. Donc, le tirage au sort a désigné notre ami Tesla Mag pour démarrer. Alors, donc là, je pense que vous voyez bien l'écran. Ouais, c'est bon. Ok. Donc, en fait, voilà, j'ai lancé l'audit. Vous allez voir d'ailleurs plusieurs fois. Là, je vais me baser sur celui qui a eu lieu il y a 2 jours, le 15 mars. Et donc, bon, ok, on a les scores ici qui peuvent nous donner déjà des repères. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller dans la partie synthèse des résultats. Donc, bon, je vais passer les explications. Je vais plutôt aller directement à ce qui est visuel. Donc là, on a un premier graphique qui montre une répartition des pages selon notre indice quality risk. Donc, c'est des barres qui sont en bleu ou en rouge. Bon, en rouge, ça veut dire que ce n'est pas terrible, c'est trop élevé. Parce qu'en fait, l'indice quality risk, il indique en gros si on a donné toutes les chances à une page de réussir en référencement. En tout cas, d'un point de vue technique. Essentiellement technique. Voilà. Donc, il faudrait être à 0 pour dire il y a quality risk, il n'y a aucun risque de problème de décevoir. En fait, aucun problème de qualité. Donc, 0, c'est ce qu'il faut atteindre. Et 100, ce serait la pire page. À partir de 20, dans à peu près tous nos graphiques, on dit que ça commence à ne pas être terrible. C'est pour ça que c'est en rouge. Mais ce qu'il faut déjà regarder, c'est où se situe la majorité des pages du site. Donc là, c'est entre 50 et 59, voire 60, 69. Donc ça, c'est beaucoup trop élevé. C'est les pages qui ont des problèmes techniques. Donc, en gros, elles ont des freins au référencement. Et ce qu'on aime bien, c'est coupler en même temps avec Search Console. C'est-à-dire que RMTech, il crawl le site, il suit tous les liens, comme fait Google. Ensuite, il récupère le maximum de données possibles sur toutes les pages qui ont été analysées. On a tout un tas de critères supposés avoir un impact SEO, selon notre expérience chez MyRankingMetrics. Ça fait quand même 20 ans qu'on est dans le métier. Et donc, après, on essaye de deviner si une page, en fait, a des chances de réussir ou pas. Mais quand on a accès à Search Console, eh bien, on peut connaître la performance des pages. Et pour nous, la meilleure performance, en tout cas le meilleur indicateur, c'est le nombre de clics générés par la page sur un an. Donc, pourquoi un an? Déjà, pour avoir suffisamment de données et pour qu'on n'ait pas de problème de saisonnalité pour les sites concernés. Et donc, ici, sur le graphique, j'affiche à la fois le fameux quality risk et
le succès, enfin les performances des pages en violet. Donc là, on voit quoi? On voit une courbe en violet qui décroît. Plus je vais vers la droite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pages à quality risk 0, donc qui ont, selon notre outil, pas de problème, eh bien, ce sont celles qui marchent le mieux. Donc, ça veut dire déjà que, apparemment, il y a une bonne corrélation, en tout cas, entre notre indicateur et le succès, effectivement, des pages. Et pourtant, on n'analyse pas la sémantique. Hein. C'est déjà rien que des aspects techniques. Donc, on voit que ça s'écroule. Conclusion, mais ça serait bien d'avoir que des pages à quality risk 0, parce que c'est elles qui sont les plus performantes sur le site. Donc, on se rend compte que quality risk va nous aider à faire des repérages et à trouver les pages qu'il faudrait corriger. Et donc, en corrigeant les problèmes, il suffit en fait de regarder dans l'audit. Hein. La prochaine fois qu'on fait un audit, les barres en rouge, elles devraient normalement diminuer et se déplacer vers la gauche pour devenir des barres en bleu. Plus on fait ça, plus théoriquement, on va avoir de trafic. Parce qu'en fait, on améliore les problèmes trouvés sur les pages. Mais c'est bien aussi d'avoir une vision globale comme ça. Là, je sais d'emblée que sur ce site, il y a un peu deux catégories de pages. Il y en a quelques-unes, elles sont quand même nombreuses, hein, 134, plus 200, qui sont plutôt bien faites. Mais là, il y en a qui sont des boulets pour le site. Et ça, ce n'est pas possible de rester avec ça. Il y en a un autre indice, Zombie, qui est plus précis que Quality Risk, parce que justement, il tient compte aussi lui-même du succès des pages. Est-ce qu'elles font du trafic? Est-ce qu'elles arrivent à se positionner? Sur quels mots-clés, etc. Toujours des infos qu'on a dans Search Console. Donc là, je vois quoi? Je vois qu'il y a des pages qui ont des horribles indices zombies. Et comme ça, je ne peux pas deviner tout de suite. Il faudrait que j'aille voir dans les fichiers annexes si, par exemple, les pages là, à indice 50 ou 60, est-ce que c'est des pages pour lesquelles on n'avait pas fait tout ce qu'il fallait? Donc, elles avaient un quality risk élevé. Donc, dans ce cas, ce n'est pas vraiment une surprise de voir qu'elles ont un mauvais indice zombie. Il est trop élevé. Mais ça peut être des cas qui peuvent paraître étonnants. C'est qu'on a fait tout ce qu'il fallait théoriquement pour que ça marche. Donc, on a un quality risk faible. Et pourtant, la page, elle a un indice zombie élevé. Mais ça, c'est hyper intéressant d'avoir ces deux indices pour justement croiser les données et se dire, ces pages-là, c'est des pages qui ont un problème éditorial. Donc, ça peut être soit le contenu, il est superficiel et Google ne veut pas nous mettre en page 1, soit ça peut être des contenus qui sont complètement dépassés. Donc là, c'est un vrai sujet pour un site média comme ici. Et donc, en fait, en croisant les deux indices, vraiment, on gagne beaucoup de temps. D'ailleurs, au passage, je n'ai pas le temps de tout faire là maintenant, mais on l'a détaillé ça avec Fabien dans un webinar que vous pourrez retrouver ici, qui explique comment on utilise à la fois quality risk et zombie. Bon, je vais aller un peu plus rapidement à trouver globalement, qu'est-ce qui ne va pas sur le site. Alors là, déjà, je vois du rouge, temps de téléchargement 98%. Je clique tout de suite pour voir. Et OK, tout est en rouge, mais c'est juste au-dessus de 600 millisecondes. Ce n'est pas encore catastrophique. Clairement, il y a quelque chose qu'il faudrait améliorer, mais ce n'est pas catastrophique. Il y a un exemple parmi les deux autres sites qui est plus long. Voilà, donc on reverra ça. Alors, je reviens en arrière, parce qu'avec ça, je vois tout de suite les problèmes. D'ailleurs, si vous préférez une vision, un truc visuel, la même chose, c'est ça en fait. Il y en a qui aiment bien ce graphique en radar. Donc là, il faut être le plus à l'extérieur possible, un peu comme ici, là, pour être bon. Donc là, on voit que page trop profonde, c'est pas top. Voilà. Et maillage interne, par contre, il est pas mal fait. Alors, justement, profondeur, ça m'intéresse. Je clique sur profondeur. Et là, on a combien de pages? On a 2200 pages. Et 2200 pages, selon notre habitude, notre expérience, c'est marqué là-haut, on vous conseille de ne pas dépasser 3 à peu près, 3 clics en fait, pour trouver les pages. 3 voire 4. Et ici, il y en a trop qui sont
Vous voyez, en 3 clics, on n'a que 45% des pages. En 4 clics, on n'a que 70%. Donc les autres, on va voir si les autres ont des chances de réussir. Ben, encore une fois, quand on croise avec, avec Search Console, on a la réponse. Donc ici, regardez la courbe en violet. Alors, elle ne surprend pas ceux qui connaissent déjà le SEO. Hein. Plus une page est profonde, plus elle est handicapée pour réussir en référencement. Donc là, c'est vraiment très, très net, quoi. Donc là, j'en déduis tout de suite, il ne faut surtout pas avoir des pages qui dépassent, allez, 4. Il va falloir trouver des moyens de faire un meilleur maillage. On a quelque chose à gagner sur le site, c'est sûr. Et puis ici, waouh, il y a un paquet qui est assez étrange. Alors là, je suis sur une vision globale, je vais très vite. Hein. C'est pour vous montrer comment, en quelques minutes, on a déjà des idées, sans même aller voir le site, sans même aller voir les données dans les fichiers annexes. Mais après, on va quand même aller voir un petit peu les données, hein. Je vous rassure. Alors, qu'est-ce que j'avais vu d'autre aussi? Ah oui, là, maillage interne. Je continue sur le maillage interne. Il y a un graphique qui m'avait intéressé. Donc là, on fait 2 analyses. Est-ce que les pages, elles reçoivent assez de liens en interne? Donc, est-ce qu'elles en reçoivent seulement 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 10, ou carrément plus? Bon, bah, c'est le premier graphique. Donc là, on voit qu'il y a très peu de pages qui reçoivent un seul lien. Donc ça, c'est bien. La plupart en reçoivent quoi? 2, ou 3, ou 4. Bon. On voit quand même qu'il y a un meilleur trafic en moyenne pour les pages qui reçoivent beaucoup de liens. Mais c'est encore plus net, je trouve, ici. Ça, c'est les encres. Donc, c'est la façon de faire le texte du lien. Donc, quand on est un site média et qu'on arrive à mettre plein de liens dans les articles, d'un article vers un autre, en fait, eh bien, il faut en profiter de ces liens pour varier les textes de lien. Le texte de lien, ça doit être plus ou moins un mot-clé, une requête stratégique pour la page qui reçoit le lien. Et là, on se rend compte que plus on a fait l'effort de varier les textes de lien, d'utiliser des synonymes, d'utiliser un mot et un verbe à l'infinitif ou des choses comme ça, eh bien, c'est récompensé par un meilleur trafic moyen, un meilleur trafic généré par la page. Donc, c'est assez intéressant d'avoir une confirmation de la théorie par, ici, les données réelles du site. Voilà. Ensuite, j'ai voulu voir si le contenu a été bien bossé. Donc, on a encore un algo chez RMTech qui essaye de repérer la zone principale d'une page pour essayer d'éviter de se baser sur le menu, les barres latérales, le footer, tous ces trucs-là qui ne comptent pas vraiment, en fait, hein, quand Google analyse une page. Et on regarde ensuite quel est le type de page. Est-ce qu'on est sur un site e-commerce? Est-ce que c'est une catégorie, une fiche produit, un article de blog, une page d'accueil? Et en fonction de tout ça, on fixe des seuils en fait, de nombre de mots. Et après, on calcule toujours un score entre 0 et 100 hein, pour être normé, en fait, pour savoir si on a fait ce qu'il fallait. Est-ce qu'on a atteint quand même un certain minimum de texte ou est-ce qu'il nous en manque? Donc, à 0, on n'a pas de problème. Et puis, comme tout à l'heure, hein, comme pour Quality Risk, plus ça augmente. Donc, les pages à 60 à 69, c'est des pages qui sont très peu remplies. Il y a très peu de texte. Voilà. Et est-ce qu'il y a une corrélation? Ben oui, on la voit encore. On voit encore que les pages pour lesquelles on a fait un gros boulot éditorial, ben, elles cartonnent. Elles ont beaucoup plus de trafic que les autres. Bon, ce n'est pas vraiment une surprise, mais une fois de plus, d'avoir cette métrique disponible dans les annexes que je vais vous montrer, eh bien, ça permet de repérer immédiatement, même parmi 2 ou 3 000 pages, celles qui ont des problèmes, par exemple ici, de taille de contenu. Voilà. Alors, je vais vous montrer plutôt l'annexe en conclusion. Donc, on clique sur conclusion, on prend l'annexe, là, un fichier Excel. Puis là, je l'ai ouvert dans Google Sheet. Donc, on a plein de données disponibles. On en a genre une quarantaine de colonnes. Et là, par exemple, ça doit être trié, j'ai l'impression, par indice zombie. Et donc, ici, on voit quoi? Par exemple, j'ai une page véhicule électrique.immatriculation.
le point sur les immatriculations, mais bon, on ne sait pas de quand ça date, qui a fait 0 clic. Alors, peut-être que je suis méchant et en fait, la page, elle est toute récente. Pas du tout. Elle date de 2017. Donc, cette page, d'après nous, elle ne marche pas du tout. Bon, bah, en fait, ce n'est pas vraiment une surprise. Il y a très peu de contenu. En plus, c'est dans une image. Bon, ça, l'internaute, il est content, mais nous, on ne s'en rend pas compte. Mais voilà, il y a eu 0 clic. Bon, voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc là, la colonne clic, ce n'est pas la seule qui compte, hein. Il y a aussi, par exemple, je ne sais pas moi, la position moyenne. Si elle arrive à avoir des bonnes positions sur des mots-clés, ça peut sauver la page et avoir, par exemple, un bon indice zombie. Mais on peut aussi trouver, tout à l'heure, j'avais dit, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu des pages qui avaient problème. Est-ce qu'il y a des pages qui ont des problèmes de contenu? Voilà, je vais prendre celui-là. Problème de contenu. Hop, on va trier. Donc, il y en a 67. Bon, il y a la newsletter. Bon, ok, c'est pas grave. Alors, c'est quoi ces FAQ là? FAQ. Ouais, effectivement, cette page, elle n'a pas beaucoup de contenu. Voilà. Lille, Tesla Magazine. On ne sait pas ce que c'est. Donc, ouais, immédiatement, on repère des pages dans tout le site qui ont des problèmes de contenu. Et voyons si ça génère du trafic. Bon, un tout petit peu, ça doit être sur la marque. Je ne sais pas ce que c'est Tesla, la page sur Lille. Bon, là, je vois aussi quoi? Des pages auteurs. Bah, tout de suite, je me dis, tiens, est-ce que les pages auteurs, c'était une bonne idée de les faire indexer? En plus, il y a plein de pagination. Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin. Donc, ça fait plein de pages qui ne sont jamais vues, qui ne sortent jamais dans Google. Moi, je ne pense pas que les pages auteurs, ça soit utile. Bon, voilà. On avait vu aussi qu'il y avait certaines pages qui avaient trop de profondeur. Donc, bah, moi, ça va m'intéresser d'aller ici dans profondeur. Je vais regarder les pages très profondes. Waouh, 34, c'est quand même beaucoup. 50 même. Donc là, on a bêtement, entre guillemets, des pages de pagination. Quand on en est à 50 de pagination, je peux peut-être laisser Armand dire 3 mots. Hein. Quand on en est à 50 de pagination, en fait, on a un problème de catégorisation des contenus, je pense. Bah, Ouais, il y en a plus de 100, mais 50, on est pile à la moitié. Ouais. Parce qu'il y a des liens vers la fin. Donc, les pages les plus profondes, c'est des pages qui sont au milieu, là, donc à 50. Et en fait, les pages de la pagination, je ne suis pas contre les avoir. D'ailleurs, en général, il vaut mieux les laisser indexables. Mais ici, le souci, c'est qu'on n'est que sur actualité. On n'a pas de thématique. Donc, forcément, si on a publié 1000 articles, ben, on va avoir 100 pages parce qu'on les affiche 10 par 10. Et ces pages-là, elles n'ont aucun succès. Et ça génère souvent aussi pas mal de profondeur. Donc, Armand, je t'encourage, si jamais ce n'est pas fait, parce que je n'ai pas tout étudié, à créer le plus de catégories possibles, des sous-catégories et des sous-sous-catégories, parce que ça sera beaucoup plus efficace que une catégorie globale qui a comme ça des centaines d'articles dedans, quoi. D'accord. À condition, alors on va le vérifier tout de suite, que, ouais, c'est bon, qu'un article, son URL, ne contienne pas la catégorie. Dans l'URL, c'est pas marqué dans quelle catégorie on est. Oui. Donc, ça veut dire qu'en fait, on peut le caser, cet article, dans ce qu'on veut, même dans plusieurs catégories. Ça ne gêne pas du tout au référencement. Ça ne va pas générer de contenu dupliqué. Et donc, c'est pas simple de faire plein de sous-catégories, mais sur un site qui produit beaucoup de contenu,
en fait, c'est très efficace, c'est très utile. Ça sera mieux pour la longue traîne d'arriver à se positionner sur des requêtes liées aux catégories et aux sous-catégories. Et puis, en général, ça réduit la profondeur des pages plutôt que de se baser uniquement sur de la pagination. Voilà. Donc après, sinon, je ne vais pas refaire mon webinaire sur Quality Risk et zombies, mais par exemple, ce qu'on pourrait dire, c'est je voudrais prendre des pages pour lesquelles je n'ai pas fait assez d'efforts techniquement d'optimisation du contenu. Donc, par exemple, on va dire, je voudrais les pages où l'indice Quality Risk est supérieur à 40. Et où l'indice zombie est pareil, supérieur à 40. Et là, je vais avoir des pages pour lesquelles ce serait quand même pas mal de bosser. Et on va aussi voir si jamais il a repéré la pagination. Ouais, donc en fait, je n'aurai pas les pages de pagination, parce que les pages de pagination, c'est pas grave si c'est pas sur elles que je vais travailler le contenu, quoi. Maintenant, j'en ai trop là, j'ai trop de pages. Alors, je vais faire comment? Déjà, je vais voir par URL si jamais je repère quelque chose. Donc là, je me rends compte tout de suite que les FAQ, alors certaines ne sont pas si mal, hein, mais d'autres sont à 0 clic. Donc là, les FAQ, ça saute aux yeux là. Donc je me dis, est-ce que c'est vraiment un bon choix d'avoir fait ça? C'est une erreur. Ça c'est un plugin qui… C'est une erreur. Ouais, là, il va falloir regarder ce que c'est que ces URL. Ensuite, moi, je vais quand même me dire, attends, j'en ai trop, ça va être horrible de travailler toutes ces pages. Est-ce que par hasard, je ne peux pas commencer par celles qui ne marchent pas si mal? Ben, si, je vais prendre les clics décroissants. Et donc là, j'ai des pages que Google aime quand même. Ils font des clics, mais on a plein d'optimisations possibles parce que le quality risk est élevé. Ça, c'est vachement intéressant. Ça veut dire que c'est des pages qui plaisent à Google, mais on pourrait faire assez facilement une optimisation SEO, rien que, sans même toucher le contenu. Hein. Parce que, voilà, si je prends celle-là, par exemple, cette page est trop profonde, elle n'a pas assez d'encre, elle n'a pas assez de backlink, elle a une métadescription qui est trop petite ou vide, elle est un peu lente à télécharger, etc. Tout est écrit. Là. Voilà un peu le principe globalement. Bon, pour éviter que ça dure trop longtemps pour tout le monde, je ne sais pas trop, je vais peut-être m'arrêter là pour ce site-là. Je ne sais pas, sauf si Armand a des questions. Après, je vais vous partager évidemment les rapports d'audit pour le regarder à tête reposée. C'est sûr que, en fait, j'ai 10 000 questions, mais c'est vrai qu'il ne faut pas être trop long. Mais le sujet, c'est effectivement la profondeur. J'ai remarqué que l'arborescence, la profondeur a un impact important. Mais c'est vrai que sur les sites avec du contenu historique, pour moi, c'est compliqué de le mettre en avant. Ça veut dire que c'est pas… oui, les catégories, ça va aider si on les met sur la home. Mais le truc, c'est que l'utilisateur, je sais qu'il ne passe pas par la home. Donc, j'ai du mal à croire que Google pénalise l'historique, sachant qu'on ne va pas représenter, comme tu as vu, l'article 2017. Oui, il est pourri, mais c'est parce que c'était en 2017. Donc, soit je le supprime et je perds de l'historique, mais je pense que ce n'est pas une bonne idée, soit je l'oublie comme il est. Et c'est vrai que j'ai des dilemmes comme ça sur toutes les pages anciennes. Alors, juste sur le fait que les immatriculations 2017, c'est un choix de l'entreprise de décider de garder ou pas ce genre de contenu. Ce qui est certain, c'est que ça n'intéressera plus personne, en tout cas dans Google, donc d'un point de vue SEO. Enfin, c'est moi qui dis ça, je l'affirme. Peut-être que je me trompe, hein, mais c'est mon hypothèse. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'il y a quand même forcément tout un tas de contenus qu'on pourrait sans problème supprimer et sans perdre rien en référencement. Et en fait, ça simplifie le site pour l'avenir. Après, c'est un boulot. Hein. Clairement, c'est du boulot qui est quand même
comment dire, est plus simple à faire quand on a toutes les données qui sont ici dans l'annexe. L'autre point, c'est qu'il faut absolument inciter les rédacteurs à faire le plus de maillage possible dans les articles. Un, c'est les meilleurs liens possibles. Deux, ça va réduire mécaniquement la profondeur de la plupart des articles sans avoir besoin de se torturer l'esprit sur des nouvelles catégories, sur la pagination. Et puis, ça peut donner un peu de chance que l'internaute il clique sur ces liens et il fasse plus de pages vues et donc plus de revenus pub. Ok. Voilà. D'ailleurs, ça se voit, une fois de plus, pas seulement en profondeur, mais on dit analyse du maillage interne. Il y a quand même une tendance que plus les pages reçoivent de liens, plus elles sont efficaces. Et plus on varie les textes de liens, plus on est efficace. Donc, c'est le maillage interne, surtout quand on a beaucoup de contenu comme ça, c'est une arme de guerre. Il faut vraiment pas l'oublier. Bon, est-ce qu'on passe au suivant? Merci beaucoup. Après, on pourra peut-être échanger en dehors par mail, mais voilà. Puis je vais vous partager les rapports d'audit. Alors donc, je propose de passer, par exemple, à Warmango. Voilà. Donc là, j'ai fait un audit le 8 mars. On a trouvé 12 910 URL. Les scores sont un peu bof, mais le but, c'est de voir comment on peut l'améliorer. Alors, je ne vais pas refaire exactement toute l'analyse. Là, on se rend compte qu'il y a un énorme décrochage. On a quelques pages. Il y en a 47 plus 24. Donc, allez, on a 70 pages qui cartonnent, vraiment beaucoup. Elles font beaucoup plus de clics que les autres. Et là, on a un paquet de pages, beaucoup de pages, qui ont beaucoup de problèmes, des lacunes, en fait, SEO. Donc, on va identifier qu'est-ce que c'est que ces lacunes. En tout cas, c'est un gros frein en fait, à être efficace en référencement. Alors, je continue toujours de voir la synthèse. Et ici, je vois quoi? Pas de problème dans les liens, pas de problème de pages non indexables. Temps de téléchargement, 98% trop long, voyons. On est la moyenne du temps de téléchargement des pages que le code HTML brut. Il n'y a pas les images, il n'y a pas les CSS, il n'y a pas le JavaScript, il n'y a rien de tout ça. Que l'HTML brut. 4900 millisecondes. Donc là, il y a un énorme problème. Donc, soit c'était que à cet audit, mais on pourrait le voir parce que j'en ai fait, on est au courant. J'en ai fait plusieurs. Voilà. Et là, je ne parle même pas des core web vitals, etc. Donc là, la toute première chose à vérifier, tu peux aller voir, et je ne connais pas assez le site, c'est est-ce qu'il y a du cache, un plugin de cache. Deuxième chose, est-ce que le serveur, il est à la rue ou est-ce que c'est un mutualisé? Ça, vraiment, il faudrait le corriger. Il faut régler ce problème parce que c'est quand même pas un tout petit site, donc ça finit par jouer. C'est-à-dire que Google, il n'aime pas trop crawler souvent un site qui met autant de temps à répondre. Puis, bon, là, on est dans le rouge, donc les internautes, ils vont partir trop vite. Ils vont repartir parce que le site ne s'affiche pas assez vite. Bon, mais c'était déjà connu. J'apprends rien. J'insiste juste pour confirmer que c'est une priorité. Oui. Profondeur, on voit qu'a priori, il n'y a pas de problème. Maillage interne, c'est moins bien. On va voir un peu quelle est la différence. Enfin, on est curieux, donc on va aller voir tout de suite. Donc, c'est quoi le problème? Alors, le problème, ce n'est pas le nombre vraiment de liens. Donc, il y a peu de pages, très peu, proportionnellement, qui reçoivent chacune très peu de liens, genre un seul lien ou 2 liens. Par contre, il n'y a quasiment jamais de variation dans les textes de liens. Donc, rien que comme ça, je me dis, presque tous les liens sont automatisés, en fait. Il doit y avoir très peu d'éditorial. Je ne sais pas si je me trompe.
Non, non, ça fait pas longtemps qu'on est en train de remettre ça en place. Tu vois, jusque-là, c'était que les automatiques, en effet. D'accord. Et là, on voit qu'il y a quelques pages, alors c'est tellement faible, je ne peux pas voir combien, qui, elles, ont de la variété dans les textes de lien. Donc, je ne sais pas trop, peut-être qu'il n'y en a qu'une, remarque. Et elle a des super performances. Mais bon, ici, on se rend compte que ça serait bien de regarder la façon dont sont faits les liens, le texte cliquable, et il est beaucoup trop automatisé et trop répétitif, en fait. Il faudrait introduire des variétés, des synonymes, d'autres mots. Rien que ça, il y aurait un effet de levier intéressant, parce qu'il y a beaucoup de pages. Donc ça, c'était la partie maillage. Et qu'est-ce qu'on va voir d'autres balise title? Ah, parfois, qu'est-ce qu'il fait là? Balise title, hop. Alors, balise title, il y a des pages il y en a 1300 qui ont seulement 3 mots. C'est pas top. 3 mots, c'est trop court en fait pour un titre, pour décrire le contenu de la page. C'est une page catégorie, donc je ne sais pas trop comment. Alors, on va aller voir tout de suite. J'ai l'annexe. Ouais, non, mais il y a des fois, c'est super dur de faire. Je dis juste que la balise title a un poids très fort dans le référencement. Donc, ça vaut le coup. Alors, nom de mot, balise title, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire seulement les pages qui ont très peu de mots. Et... Ah non, c'est la H1, pardon, je me suis trompé. C'est là. Alors, on va annuler ça. Donc ici, on va tout sélectionner. Et voilà. Nos mots dans la balise title, je vais prendre que les pages qui ont donc très peu de mots, 3 mots par exemple. Alors, c'est quoi ces titres? Alors, quand je dis 3 mots, je suis sympa parce que dedans, il y a warmongo.fr. Donc, en fait, ils ont un mot. Donc, télérupteur, parafoudre, disjoncteur, ça ne va pas. Il faut prendre le temps, à la main éventuellement, de faire des titres qui expliquent mieux à l'internaute ce qu'il va trouver. D'ailleurs, là, il y a baignoire 2 fois. Je sais bien que pour des catégories, c'est pas forcément simple, ou alors que vous pourrez me dire aussi oui, mais il y en a trop, donc comment je fais? Ça ne change rien, qu'il y en ait trop ou pas. Il faut les retravailler, ça sera très efficace parce que la balise title, c'est un élément clé du référencement. Et puis, je suis en train de parler de quelque chose qui reste simple à faire. Bon, là, il y a des répétitions parce qu'il y a de la pagination. Donc, on va essayer d'oublier ça, ce n'est pas forcément grave. Mais plomberie, ça dit quoi, plomberie? C'est pas assez précis, quoi. On devrait comprendre, sorti du contexte sans même regarder, là, comme on est en train de faire, on devrait comprendre quel est le but de la page, qu'est-ce qu'elle propose. Ok, ça marche, merci. D'ailleurs, la description, elle est déjà un peu mieux. Retrouver tous les produits de plomberie des plus grandes marques au prix professionnel. OK. Donc là, effectivement, comme tu l'avais deviné, c'était des catégories, mais pas que. Il y a aussi donc les marques. Et est-ce qu'il y en a d'autres? Non, c'est vraiment ça, ouais. Exactement. Ouais. Et donc, ces pages-là, elles font beaucoup de clics, ben, à part quelques-unes. Sinon, waouh, là, on est à 0, 0, 0. Donc, en fait, dans la plupart des cas, c'est pas efficace. Je ne peux pas dire que ce soit la seule cause, mais c'est quelque chose qu'il faut clairement corriger, quoi. Et Olivier, j'ai une petite question à te poser, moi, dans des situations comme ça, où tu as vraiment beaucoup de pages. Est-ce que, pour, on va dire, quand même trouver le petit quick win, est-ce que tu nous conseillerais, par exemple, de classer ce genre de page par volume de recherche ou par nombre de clics?
peut-être faire commencer par les 15% les plus importantes? Ou est-ce que éventuellement tu pourrais nous conseiller, je suis pas sûr de ça, tu sais, par exemple, faire un template qu'on pourrait mettre sur toutes les méta-titres type découvrez nos meilleurs produits de plomberie, baignoire, je sais pas quoi. Est-ce que ça, pour toi, ça peut poser problème au niveau du... Non, non, je pense que la première chose à faire, c'est un modèle de titre, en introduisant quelques autres mots, en fait, autour de la catégorie. Déjà, pour faire comprendre qu'on vend des produits. Hein, ça paraît bête, mais je ne suis pas en train d'expliquer ce que c'est que la plomberie. Ou alors, là, gaz, sanitaire, douche. Ben, j'explique que je vends des douches ou je vends des accessoires de douche. Donc, effectivement, je ferai moi, un modèle de titre. Vente de douche au prix, je ne sais pas quoi, ou armango.fr. Un truc comme ça. Et surtout, je profite de l'avoir sur plein de pages, donc il y a un effet volume, pour me dire ça devrait être normalement visible dans Google. Et donc, je vais faire un test. Et donc, ce que j'appelle un test, moi, j'aime bien mesurer les choses quand on peut le faire. Et il y a des fois, en référencement, on peut le faire. Donc, ce changement-là, il n'est pas très long à faire sur le site. Je le mets en place et je surveille. Et donc, j'attends 1-2 semaines, allez, 3 maxi. Et normalement, pour un changement de titre, je suis censé voir un impact. Et donc, moi, je le regarde, par exemple, dans Search Console, en clic, en impression, en nombre de mots-clés positionnés, etc. Je dois voir que j'ai réussi à améliorer. Alors, le top, je vous donne une astuce, hein, c'est de faire des espèces de tests AB. On pourrait dire, je voudrais être sûr que c'est une bonne idée. Donc, je vais prendre la moitié de mes catégories où je vais appliquer un modèle de titre et sur une autre partie, je ne fais rien. Et comme ça, je sais faire un test et voir si mon action d'optimisation a eu du succès ou pas. Voilà. Après, oui, effectivement, on va travailler page par page. Et donc, si vraiment on veut bosser les titles, ben moi, j'aime bien prendre, par exemple, les impressions décroissant. Le nombre d'impressions, c'est le nombre de fois où Google a affiché notre page dans les SERP. Et en gros, ça va m'aider à trouver en premier les pages que Google trouve déjà pas si mal, et parce qu'il les a affichées dans les résultats. Et donc, il y a beaucoup moins d'efforts à faire pour gagner du trafic. Donc là, je me rends compte de quoi? J'ai la page se connecter. Bon, elle doit faire du trafic par les requêtes marques, je pense. Mais la catégorie sanitaire, c'est la première pour laquelle je vais faire une balise title à la main. Pareil, promotion, c'est des promotions de quoi? Bah, je vais le détailler. Ensuite, je me rends compte qu'il y a pas mal de marques. Donc, je vais travailler les pages marques. Donc ça, là, on est en train de dire, c'est que j'ai repéré que mes titres ne sont pas assez bien sur les catégories et les marques. Je vais faire une optimisation. Et ensuite, si je veux le faire page par page, eh bien, je trie par… moi, je préfère faire comme ça, mais bon. On pourrait aussi récupérer des mots-clés, le mot-clé principal de chaque page, interroger des outils qui vont me donner une estimation du volume de recherche mensuel pour m'aider à prioriser. Mais moi, pour aller plus vite, bah, je vais me baser sur le nombre d'impressions que j'ai ici pour mes pages. Voilà. Alors, on va refaire un petit tour ici sur le contenu. Est-ce que le contenu éditorial a été assez bossé? Bon, sur un gros site comme ça, c'est forcément un énorme boulot. Donc, c'est beaucoup plus dur que sur, par exemple, un site média comme tout à l'heure. Donc là, on voit quoi? Bah, qu'il y a beaucoup de pages qui manquent quand même, qui manquent un peu de contenu texte là. Bon, ici, il y a un point un peu bizarre sur la courbe, beaucoup plus élevé, mais c'est parce qu'il y a peut-être quoi? Une page qui est comme ça là. On ne voit même pas combien il y a de pages entre 40 et 49. Donc, si on fait abstraction de ce point spécial, on voit quand même que les pages sur lesquelles on a le plus travaillé l'éditorial, donc l'indice là, il est à 0, bah, c'est elles qui sont les plus efficaces.
Donc là aussi, si on veut, on pourrait aller juste faire un petit tour pour se rendre compte, mais c'est quoi le genre de page où il y a un gros problème de contenu? Bon, on va aller rapidement faire un truc sur ça. Donc, tout sélectionner là. Je vais aller dans la colonne problème de contenu. Voilà, c'est celle-là. Et je vais faire décroissant pour voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des tags dans le blog. Donc, les tags, ça n'a jamais été une super idée pour générer du trafic. Donc, ça, moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de faire des tags, mais bon, je n'ai pas encore vraiment bien étudié le blog. Et puis, c'est quoi? Professionnel du gaz, une nouvelle réglementation. Tiens, ça, c'est un article du blog. Et c'est quoi son problème? D'accord. En gros, c'est des vidéos. OK. Donc, là, il y a 3 vidéos qui donnent la réponse à l'internaute. Mais il y a très, très peu de texte. Donc, pour Google, ce n'est pas si évident que ça de voir pourquoi cette page a besoin d'être est pertinente et peut être bien positionnée. Au passage, il faudrait savoir s'il y a eu d'autres réglementations depuis cette date. Alors, c'est horrible de dire ça, mais c'est un boulot sans fin, quoi. Si jamais il y a eu une nouvelle réglementation sur le gaz, là, il faut mettre à jour ce contenu. Parce que Google est de plus en plus fort pour se rendre compte qu'un contenu n'est plus à jour. C'est terrible. Peut-être qu'il s'en rend compte grâce aux internautes dans Chrome qui arrivent sur la page, qui voient que c'est dépassé et hop, ils reviennent. Donc peut-être que ça peut être pris en compte par Google ou alors c'est d'autres analyses du contenu. Mais peut-être qu'on est sauvé par les vidéos, parce que les vidéos, elles répondent à la demande de l'internaute. Pour ça, on peut regarder cette page-là. Est-ce qu'elle a eu des clics? 0. En fait, il y a eu des impressions, mais on est beaucoup trop mal positionné, donc on a eu 0 clic. Bon, moi, ce que j'aime bien voir aussi, c'est est-ce qu'il y a des types de pages qui ont un problème. Donc là, je suis en train de réfléchir au problème de manque de contenu. Donc là, un truc qu'on pourrait faire, c'est pas très long dans Google Sheet ou dans Excel, c'est de catégoriser les URL. Donc en gros, là, j'ai des marques, j'ai des catégories, j'ai des articles du blog et je suppose des fiches produits. C'est ça, non? Il y a des fiches produits quelque part? Oui, il y a des produits. Ouais. Donc en fait, ici, là, grâce à rien qu'en se basant sur l'URL, c'est très facile d'aller dire quel est le type d'URL, le type de contenu. Donc là, ça, c'est un produit. Au-dessus, j'ai vu qu'il y avait des catégories, il y avait des marques. Et en fait, moi, je vais travailler par type de page, par type de contenu. Et comme ça, après, je vais savoir, ben voilà, ce type de contenu, il a tel problème qu'il faudrait corriger. Voilà, donc là, j'étais sur le contenu et qu'est-ce que j'avais noté? Je voulais voir. On va aller dans Analyse avancée et je voulais vous montrer un truc. Donc, on a ici un indicateur de quality risk qui nous dit, ben voilà, là, on a beaucoup de pages. La plupart des pages du site même, elles cumulent des freins techniques SEO. Donc, c'est quoi la conséquence de ça? Ben, si on regarde quel genre de page génère des clics, donc du trafic, regardez, c'est en bleu là. Est-ce que ça ressemble à l'histogramme qui est au-dessus? Ben non. La plupart des clics, ils sont là, et un peu entre 40 et 49. C'est ça, ces pages-là, c'est elles qui font le trafic. Et où est-ce qu'il y a le plus de pages sur le site? Regardez au-dessus, ben, ce n'est pas au même endroit. C'est pour Quality Risk 50 à 59, 60 à 69. Donc déjà, on se rend compte que voilà, on a plein de pages qui ont un quality risk élevé et ce n'est pas elles qui font du trafic. Donc clairement, ça donne envie de dire bah, je vais corriger le problème qu'elles ont, ces pages-là, pour qu'elles soient comme les copines à côté qui, elles, font du trafic. Est-ce que ça a d'autres conséquences? Là, on peut voir le taux de page active. Une page active, c'est une page qui a généré au moins un clic.
bah, vous voyez que c'est de plus en plus de rouge. Plus quality risque augmente, plus on a des pages inactives. C'est-à-dire qu'elles n'ont même pas réussi à générer un seul clic en 1 an. Et dernier point, parce que c'est un peu un sujet d'actualité en ce moment, est-ce qu'on arrive à faire indexer nos pages? Alors, quand on a des milliers de pages comme ça, c'est un peu compliqué pour un outil comme le nôtre d'aller identifier si chaque page elle est indexée. Nous, on dit si elle est indexable. Mais on veut vraiment savoir si elle est indexée. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, Google ne veut pas indexer tout le monde et ça nous embête. Donc, nous, on s'est dit, ben, on va faire autre chose. On va utiliser une donnée qu'on a dans l'audit, en fait. C'est est-ce que la page, elle est apparue au moins une fois dans Google? Si elle est apparue dans Google, ben, c'est qu'elle est indexée. Par contre, si elle n'est jamais apparue, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas indexée. Mais franchement, nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même d'apparaître dans Google. Ce n'est pas uniquement d'être indexé. Donc là, on a regardé, est-ce que pour chaque tranche de quality risk, hein, toujours, est-ce qu'on arrive à faire en sorte que nos pages, au moins, elles arrivent à être affichées rien qu'une fois dans Google. Donc là, on est à 100% pour quality risk 0. Donc c'est top. Là, on est à 98%. Et là, à 50-59, ça commence à baisser. Donc on a quoi? On a 13% des pages qui ne sont pas indexées. En fait, pire que ça, elles ne sont jamais apparues dans Google. Et là, après, ça s'écroule. Le problème, je vous rappelle que 50 à 59 ou 60 à 69, c'est la plupart de mes pages. Donc, soit ces pages-là, elles n'auraient pas dû exister. Attention, ça peut arriver, ça. Nous, on appelle ça de la masse noire avec Fabien. C'est des pages, par exemple, moi j'en ai vu... Là, la page marque Delaby, pagination, page égale 7. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de... ou 9? Je ne sais pas combien il y a besoin de pages. Il y a combien de produits, en fait, sur le site? C'est énorme. Il y en a beaucoup. Delaby, Il y a 15 000 en ligne. Mais là, avoir besoin de page 9 sur 62, non, ce n'est pas possible, ça. Voilà. Alors ça... il se passe quoi là? Il est très lent. Comme tu le disais tout à l'heure. Ok, bon, il manque juste les images. Non, mais bon, déjà, quand je vois écrit ça, donc Delaby, ok, c'est tous les produits de cette marque. Et il y en a 743. Il n'y a aucun internaute que ça intéresse de comparer, de faire défiler les pages. Page 1, page 2, page 3, page 4, jusqu'à la page... combien? Il y en a combien? Page 62, oui. Comme ça, sur 62 pages. C'est pas ça qu'ils veulent faire, les gens. Les gens, ils vont filtrer. Ils veulent dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est... Alors, là, ce qui est marrant, c'est qu'on ne peut pas filtrer par... Par catégorie, non. Catégorie? Peut-être type d'accessoire, ouais, déjà c'est un peu plus intéressant. Moi, si je veux un porte-serviette ou un porte-vêtements, ben, je vais cliquer là, ça va m'intéresser. Je vais trouver beaucoup plus mes produits, beaucoup plus vite que d'aller prendre la pagination. Donc en fait, il ne faut pas laisser Google se balader dans la pagination comme ça. Et à la place, il vaut mieux faire des liens pour filtrer ou faire des sous-catégories de la marque pour les grands types de produits qu'elle vend, enfin qu'elle fabrique. Donc, il ne faut pas faire tous les filtres, parce qu'il y en a très peu qui vont être intéressants, en fait. Mais moi, je ferais bien les catégories. Ce serait beaucoup plus efficace que de faire uniquement de la pagination. Et du coup, dans ce cas de figure, tu recommanderais de ne pas indexer les différentes pages? En fait, faut pas que Google puisse... Alors en fait, attention, c'est compliqué parce que il ne faut pas que Google puisse se balader dans la pagination comme ça parce qu'il y en a beaucoup trop. Là, je suis en page 9. Vous imaginez un peu... Bon, ça ne se charge pas en entier, mais... C'est parce que tu as... Ah non, j'ai gardé porte-vêtements, d'accord.
Bon, on va faire plus rapidement. En fait, ici, c'est un cas où on aurait vraiment besoin de faire une analyse de la pagination. Il ne faut pas que le chemin pour trouver un produit passe par la pagination. Voilà. Il faut qu'on passe par des catégories ou par des marques ou par des choses qui intéressent l'internaute, mais pas la pagination. La pagination, c'est vraiment que quand on a vraiment beaucoup de produits et que même quand on a filtré par marque et par catégorie, on en a encore trop. Bon, bah là, OK, dans ce cas-là, on fait de la pagination. Mais sinon, c'est un très, très mauvais choix. Donc, je pense que ouais, faut vraiment revoir la façon de faire le maillage pour Google. Qu'est-ce que je voulais voir d'autre? Temps de téléchargement, on l'a vu, et la pagination, il y en a beaucoup trop. Et ouais, voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour ce site parce que le temps file à une vitesse folle. Et on va terminer par Hospichild. Je ne sais pas trop comment je dois prononcer. Non, Hospichild, c'est parfait. Hein, c'est bon. OK. Alors, Hospichild, on a 1950 URL. Ah, ça me fait penser en disant 1950 URL. Tiens, je vais aller direct à un autre graphique que je n'ai pas encore montré. C'est celui-là. Un espèce d'entonnoir. On a trouvé 1951 URL en parcourant tout le site. Il y en avait une qui a été interdite de crawl. Bon, OK. C'est intéressant de savoir si il y a on va appeler ça des sortes de fuites, là, à certains étages de mon entonnoir. Donc ici, il n'y en a quasiment pas une URL. Maintenant, ce n'est pas forcément un problème de bloquer des URL au crawl. C'est juste qu'il faut être conscient, est-ce que c'était vraiment voulu ou pas? Donc, il y a des cas, il y a des audits où on se rend compte qu'entre le nombre d'URL découvertes et le nombre d'URL que nous, on s'est autorisé à crawler, il y a un énorme écart. Bon, on va aller vérifier si les URL qui étaient interdites au crawl, c'était normal de les bloquer à Google ou pas. Bon. Ensuite, est-ce qu'il n'y a que du code 200? Pas tout à fait. Il y en a quand même, sur les 1950, on en a perdu 194. Alors, je m'explique un peu mieux. C'est quoi ces pages? C'est ça, les 194, elles sont là. C'est-à-dire que dans mes liens internes, je n'ai pas que du code 200. J'ai 8,6% des cas, quand même, c'est pas rien, où j'ai un lien qui ne pointe pas au bon endroit. Donc peut-être qu'il y a eu des changements d'URL, peut-être qu'il y a des problèmes techniques ou d'autres raisons, je ne sais pas. Et donc, dans 168 cas, il y a 168 liens où la page A, elle pointe vers B, mais B se fait rediriger et va à un autre endroit. Donc, il faut changer le lien dans la page A pour pointer directement au bon endroit. On voit mieux visuellement. Il y en a quand même. Là, on doit être à 100% de code 200. Bon, voilà. Donc, je reviens à mon entonnoir. Sur les 1756 en code 200, l'audit, il porte que sur les pages HTML, pas les PDF ou les points doc ou points je ne sais pas quoi. Donc, là, on a trouvé 31 qui ne sont pas du HTML. Ce n'est pas forcément un problème, c'est juste que c'est une info. On ira voir ce que c'est que ces 31 URL. Là. Sur les 1725, est-ce qu'il y en a qu'on interdit d'indexer ou que ce n'est pas qu'on interdit, mais il y a une canonique. Et donc, à cause de ça, eh bien, les pages ne sont pas forcément indexables. Donc là, il y a une petite perte aussi. Encore une fois, les 65 URL qu'on interdit à Google d'indexer, je voudrais aller juste vérifier si c'est normal ou pas. Okay? Si c'est normal, c'est voulu. Le site, il est comme ça, il ne peut pas faire autrement. Il fait des liens vers des pages. Même si ces pages-là, on demande à Google, surtout, tu ne les indexes pas. Bon, ce n'est pas énorme. Là, c'est pas mal. Visuellement, on se rend compte si on est assez vertical ou pas. Et puis, le dernier niveau, bon, là, il est un peu plus dur à bosser. C'est est-ce que toutes mes pages indexables génèrent des clics? Donc là, on se rend compte qu'il y a un ratio qui est quand même un peu moins bon. On est à 55% qui génèrent des clics.
voilà, je voulais montrer aussi ce graphique parce qu'en fait, en un coup d'œil, on se rend compte si on a un énorme endroit, enfin un endroit où on a une énorme perte. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Ben, je reviens au haut de la synthèse et ici, quand même, c'est quand même assez marquant que il y en a quelques pages qui font beaucoup de trafic, mais parce qu'elles n'ont aucun problème. Et là, ça ne me plaît pas trop, quoi. Ces pages-là, je voudrais comprendre, mais pourquoi j'en ai autant? C'est presque 700 sur... combien il y en avait d'indexables? Il y en avait 1950, c'est ça? Non, c'est 1660 indexables. Donc, sur les 1660, j'en ai... waouh! Ouais, j'en ai beaucoup trop, là. D'ailleurs, on peut aller directement regarder. Donc, j'ai ouvert l'annexe. On peut aller directement regarder c'est quoi ces pages qui ont un quality risk aussi élevé que ça. Alors, on va écarter un peu. Alors là, forcément, on va avoir un mélange. Hein. Il y a toutes les langues. Alors, là, on a des tags. Bon, les tags, ça ne marche pas génial, les tags. Hein. Ouais, on a pas mal de tags. Hein. Je ne suis pas sûr que ce soit une super idée, moi, de faire des pages tags. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des agendas. Donc, les agendas, est-ce que par hasard, ce n'est pas dépassé? Ou alors c'est des pages... Ah non, mais je suis bête, je ne dis même pas qu'elles n'ont pas fait de trafic. Moi, là, je le vois, mais elles ont aussi des problèmes. Donc, voyons, si je prends une page au hasard, c'est quoi les problèmes? Alors, c'est quoi le problème? Séminaire introductif à la guidance parentale interactive. OK. Donc, le contenu, ben, c'est forcément, hein, il n'est pas, enfin, forcément, j'en sais rien, il n'est pas très développé. Peut-être qu'il n'y a pas d'autre chose à dire, hein, j'en sais rien, hein, je découvre le truc. Hein. Ensuite, le maillage, c'est comment? Comment est-ce qu'on arrive à cette page? Donc, plutôt que de chercher, je vais le regarder comme ça. Donc, cette page-là, elle a eu un lien entrant. Aïe. Elle est en profondeur 8. Donc, on a besoin de 8 clics pour la trouver. Cette page-là. En français. Hein. Donc, depuis la page d'accueil, pour atteindre ici, j'ai besoin de 8 clics. Donc, elle n'a aucun PageRank, cette page. Enfin, le PageRank, il est absolument microscopique. Et elle reçoit un seul lien. Donc, en fait, il y a un problème de maillage vers, déjà presque sûr, vers les agendas. Parce que je vois trop de pages agenda là, qui arrivent dans les forts quality risk. Vous voyez, ça me permet, quality risk, de repérer des types de problèmes. Donc là, en un coup d'œil, j'ai repéré que les agendas, il y a un problème de la façon de construire sur le site, de faire des liens vers, et les tags. Ça, c'est les deux types de pages, je le vois, qui ont trop de problèmes. Elles sont à quality risk 70, 73 et elles font quasiment jamais de clics. Là, on va poser à Fabrice au niveau des tags. Parce que souvent, les tags, c'est des pages qui sont générées par le CMS en automatique. Est-ce que c'est un choix, toi, à la base, de faire des pages tags ou c'est quelque chose qui s'est imposé? Non, il faut savoir que c'est un site. En gros, on les a formés 1 ou 2 jours au référencement et ils l'ont fait eux-mêmes en grande partie. En fait. Donc, généralement, les tags, par réflexe, je les désactive à cette page auteur habituellement. Ouais. Agenda, par contre, là, je le découvre, en fait, typiquement. D'accord. Donc, oui, mais après, surprise. Donc là, par exemple, le client, il a dit, quand il a écrit cet article, il a dit, je vais rajouter le tag diététique. Voilà, donc il est allé mettre diététique dans son back-office. Et puis, ben, ça a généré un lien. Donc, il doit y avoir un lien quelque part, je ne sais pas trop où ici, vers justement… Ah non, je clique là, pardon. Voilà, sur cette page-là, il doit y avoir un lien vers le tag diététique. Voilà, ici. Et en fait, Google, est-ce qu'il a envie que la page tag qui s'appelle diététique, là,
Est-ce qu'il a envie de proposer ça à ses utilisateurs en page 1 dans les résultats sur la requête diététique? On n'a absolument aucune chance de réussir. Donc, ça ne sert à rien de le faire. Ce qu'il faut leur dire plutôt, c'est que dans le contenu, là, je vois un lien, suivi psychologique, donc ça, c'est très bien. Je l'aurais même mis, moi, sur proposer un suivi psychologique, mais bon. Et c'est tout, il y a un seul lien. Donc, il faudrait donner comme conseil aux clients, au lieu de rajouter des tags, eh bien, faites l'effort de, par exemple, là, il y a écrit surpoids ou enfant en surpoids. Bah, sur enfant en surpoids, je peux mettre un lien vers la meilleure page du site qui parle des enfants en surpoids. Etc., etc. Et ça sera beaucoup, beaucoup plus efficace que de faire des pages tags dont le succès ici est assez clair. Je pourrais faire un filtre sur l'URL pour prendre que les tags et on verrait qu'elles ont généré quasiment aucun trafic. Est-ce que ce qu'on peut recommander, Olivier, alors du coup, j'imagine qu'à la base, on aurait peut-être recommandé de ne pas faire de page tag du tout. Maintenant que tu es dans ce cas-là où tu as beaucoup de page tags, le site il y a déjà des années, il y a déjà beaucoup de contenu, est-ce que tu pourrais recommander un robot TXT tag ou pour toi, ça pourrait avoir un impact négatif sur le site? Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est prendre une décision en ayant des données qui m'aident à prendre cette décision. Donc ici, je pourrais faire un filtre par condition, contient tag. Voilà. Ensuite, je trie par clic, décroissant. Alors ça, point d'interrogation, ça veut dire que Search Console n'a rien trouvé, jamais rien trouvé sur cette URL, il ne la connaît pas. Donc en fait, ça veut dire 0. Voilà, donc la meilleure page tag, c'est Phobie scolaire qui a fait 19 clics. Après, c'est santé mentale, 9 clics dans l'année. OK? Donc, je sais ce que je vais conseiller, c'est on supprime totalement tous les tags, tous. Si vraiment ça vous fait plaisir, on va demander à WordPress de faire une redirection de cette URL-là, tag phobie scolaire, vers la meilleure page que j'ai qui parle effectivement de phobie scolaire. Et ça, c'est absolument des miettes. Ça me fait voilà, j'ai 80 clics en un an. C'est bon. Je me débarrasse de ça. Donc, je vais dans Search Console. Je lui dis désindexe-moi /tag. Il faut le faire pour chaque langue. Ensuite, dans le template de WordPress, j'enlève les liens vers les tags. Et je conseille à mon client d'avoir une arborescence de catégories, de faire des pages piliers et de faire des maillages internes. OK, ça a l'air d'être plus de boulot, mais ça sera efficace. Alors que là, ça n'a aucune efficacité. Voilà pour répondre à la question. Donc, qu'est-ce que… Oui, ce site-là, il fait une petite compétition, je crois, avec Warmongo sur le temps de téléchargement. Non, je suis méchant. Il y a un problème là aussi. Okay. Le site, il est beaucoup, beaucoup trop lent. Donc, comme c'est un WordPress, on va aller voir si le site il a l'air d'avoir un plugin de cache. Ouais, il a W3 Total Cache. C'est déjà bien. Par contre, le code, il n'a pas vraiment été bossé. Il n'a pas été minifié. Je ne pense pas qu'il y ait eu des regroupements de JavaScript ou de CSS. Je ne sais pas. Ah si, il y en a eu aussi. Ouais. Ça voudrait dire dans ce cas-là que c'est plutôt le serveur qui rame. Hypothèse très rapide, hein, je ne suis pas non plus un grand spécialiste de la vitesse de la web perf. Hein. Mais s'il y a un plugin de cache et que malgré ça, on a des temps de téléchargement qui sont absolument énormes, eh bien, c'est que le serveur, il est complètement à la rue, quoi. Il est surchargé, quoi. Il faudrait vérifier ce qui se passe. Ça serait pas mal.
Alors, il me reste 2-3 bricoles à vous expliquer. Déjà, ici, je me suis dit, tiens, on va compléter. Là, j'ai fait un audit en suivant les liens. Donc, on part de la page d'accueil, on clique sur tous les liens. C'est ça le but du crawl RMTech. On sait faire aussi une analyse des sitemaps. Donc, les sitemaps, c'est comment? Ben là, pour le coup, on suit une liste de liens qu'on nous donne. Donc, soit c'est un fichier sitemap, le même que celui qu'on donne à Google, soit au passage, ça peut être n'importe quelle liste d'URL qu'on a envie de faire crawler, hein. Un copier-coller, ce que vous voulez. Mais quand c'est le sitemap lui-même du site qui est fourni, donc là, je suis allé le prendre, c'est le sitemap généré par, je ne sais pas, ça doit être Yoast ou un truc comme ça, eh bien, c'est censé être exhaustif. Normalement, j'ai toutes les URL du site. Mais quand on a fait avant un RMTech, eh bien, on sait comparer les deux. Et moi, j'aime bien vous montrer ce genre de dessin. On a fait des dessins là, dans cet audit de sitemap. Donc, en jaune, c'est les URL qu'on a trouvées sur le site. Tout à l'heure, je vous en avais parlé, c'était les 1659 pages indexables. Et ici, on se rend compte que en jaune clair, c'est les URL qu'on a trouvées dans les sitemaps. C'est bizarre. Ça veut dire qu'il y a 700 URL qui sont absentes des sitemaps. Alors, ça peut être peut-être la pagination. Donc, dans ce cas-là, ça voudrait dire que le site utilise beaucoup de pagination, parce que 700, c'est quand même énorme. Ou alors, il manque des choses dans les sitemaps. Un peu bizarre. Bon, ça serait pas mal d'aller voir. Par contre, on a trouvé que 11 URL, c'est l'inverse. Elles sont orphelines, ça veut dire quoi? On les a trouvées dans les sitemaps. Donc, c'est des URL qui existent. Elles sont indexables. C'est des vraies pages. Par contre, on n'a pas réussi à les trouver en suivant les liens. Donc, c'est des pages qui sont orphelines parce qu'elles n'ont pas de parents. Pas de parents qui leur font des liens. Donc, c'est 11 pages, ce n'est pas non plus énorme. Ça serait bien d'aller voir les 11 si c'est des pages dont en fait, on n'en veut pas. Donc, c'est normal qu'il n'y ait pas de lien sur le site. Donc, dans ce cas-là, on les dégage des sitemaps. Ou alors, c'est l'inverse. C'est des bonnes pages. C'est des vraies pages qui devraient être maillées dans le site. Et dans ce cas-là, on se dépêche de leur faire des liens depuis d'autres pages. Et ces 11, dans ce cas-là, hop, elles vont se mettre à générer bien plus de trafic parce qu'elles vont enfin avoir des liens en interne. Mais on a d'autres façons de trouver des pages orphelines. C'est d'aller, par exemple, dans Search Console. Donc, on va dans Search Console. On lui demande à Search Console, dis-moi quelles URL ont généré du trafic. Et on cherche si ces pages-là, on les connaissait déjà parce qu'on les avait vues dans le site. Et bien là, on se rend compte que 881 URL ont été trouvées dans GSC, dans Search Console. C'est des vraies pages, hein, elles ont généré des clics. Hein, et pourtant, on ne les a pas trouvées dans le site. Alors, ça doit être peut-être des pages qui ont disparu depuis, ou je ne sais pas. Mais là, on se rend compte qu'il y a une sorte de maintenance ou de ménage à faire pour comprendre ce qui se passe. Donc là, voilà, je voulais juste vous montrer ça, l'analyse des sitemaps. Je trouve ce truc assez visuel, ça aide pas mal. Après, évidemment, on peut aller télécharger ça ici. Vous téléchargez l'annexe et puis vous récupérez les fameuses listes d'URL en question. Voilà. Alors, on va revenir sur un point. Vous avez peut-être vu tout à l'heure. Et je vais réveiller, par exemple, Armand pour revenir sur l'audit de Tesla. Parce que qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Cet audit fait partie d'une tâche planifiée. Donc, ça veut dire quoi une tâche planifiée? Bien, en fait, si je vais ici sur voir la tâche planifiée, on se rend compte que j'ai demandé de lancer un audit tous les 7 jours. Et d'ailleurs, pour l'instant, il y en a 2 qui ont tourné, le 8 mars et le 15 mars. Donc, le 8 mars, c'était le premier. Et quand le 15 mars, le deuxième audit s'est lancé automatiquement avec mon planificateur, eh bien, non seulement j'ai un audit RMTech, mais j'ai aussi ici, je vais cliquer, une analyse des variations. Donc, on va pouvoir savoir sur le site Tesla Mag qu'est-ce qui s'est passé entre le 8 et le 15 mars. Et là, ça ressemble à un rapport RMTech, mais en fait, il se concentre que sur ce qui a changé. Donc déjà, en un coup d'œil, je vois que j'ai gagné 1 point
sur 100 de quality risk moyen, là, enfin de score technique. Donc, on voit qu'il y a eu quelques progressions et le score performance aussi s'est légèrement amélioré. Donc là, je peux voir tout de suite dans la variation, la colonne variation, si j'ai du rouge ou du vert. Donc là, je vois que j'ai… Enfin, je le vois tout de suite, quoi. Ensuite, ici, je peux regarder, mais là, en une semaine, le site, il n'a pas eu le temps assez changer. Je pourrais voir si les courbes sont très différentes ou pas, d'une semaine à l'autre. On pourrait faire d'un mois à l'autre. On peut aussi savoir qu'est-ce qui s'est passé en une semaine. Eh bien, moi, je peux vous dire qu'il y a eu 50 nouvelles URL. Donc, ces 50 nouvelles URL, est-ce qu'elles sont, elles sont bien faites pour le référencement? Est-ce que, donc on réaffiche le même genre de vignette. Donc, on se rend compte ici que les 50 qu'on a rajoutés, eh bien, il y en a 72% qui ont un problème de contenu quand même. Et pourtant, c'est des nouvelles URL, ce n'est pas des trucs d'il y a 5 ans. Est-ce qu'il y a des URL qui ont disparu? Eh bien, ici, non. Et donc, après, voilà, on peut rentrer dans les détails. Donc là, on a toutes les variations, quoi. Et en fait, on gagne un temps dingue à se concentrer que sur ce qui a changé. Alors, ça peut servir à vérifier que rien n'a changé quand, justement, on s'attendait à ce que rien se passe parce que personne n'a touché au site. Ou alors, ça permet de surveiller que des corrections qu'on a demandées, elles sont effectivement faites, etc., etc. Mais tant qu'à faire, à voir ces variations, on a aussi un système d'alerte qui est en place. C'est-à-dire que là, il y a eu 34 alertes déclenchées rien qu'en une semaine. Par exemple, pour dire la profondeur moyenne des pages, elle a légèrement augmenté. Ce n'est pas terrible. Regardez là, par exemple, des URL qui étaient déjà connues la semaine dernière, eh bien, il y en a 3 qui sont passés en redirection. Avant, on y accédait, maintenant, on n'y accède plus. Ce n'est pas forcément normal. Donc, je clique sur le 3 et j'aurai la liste des 3. Et ça, je peux le recevoir par mail parce que j'ai mis, en fait, en gros, j'ai mis mon site en surveillance. Donc, maintenant, je vais plutôt réveiller Antoine parce qu'Antoine, j'ai fait il y a quelques semaines un audit sur son site. Et… c'est l'heure de la surprise. Ouais, c'est l'heure de la surprise. C'est une bonne surprise. Le 28 janvier, je t'avais donné une note pas terrible de 80. Ah oui, pour un SEO, normalement, tu devrais être plus élevé. Voilà. 80. Donc, je me suis dit, en fait, je vais mettre le site en surveillance. Boum, j'ai fait une tâche planifiée. J'ai dit, lance-moi ça tous les 7 jours. Et donc, là, vous voyez, j'ai pas mal d'audits depuis le 28 janvier. Donc, à chaque fois, toutes les semaines, sans qu'Antoine le sache, je pouvais savoir s'il bossait bien ou pas, parce que j'avais des analyses de variation ou des alertes qui m'arrivaient pour savoir s'il avait bien bossé. Et en fait, on peut aussi, c'est ça qui peut être sympa, si on se dit, oui, mais qu'est-ce qui s'est passé après le 11 février, vers le mi-février, il y a quelque chose qui a dû déconner sur le site. Parce que depuis, je vois que j'ai eu une chute. Si jamais vous avez mis en place une surveillance comme ici, eh bien, vous prenez un audit qui est avant la date, mettons le 4 février, je coche là et je compare à maintenant. Donc, je veux dire, fais-moi une comparaison entre le 4 février et le 11 mars. Donc, je clique ici et ça me génère le rapport. Donc là, c'est fait en 2 minutes. Donc, en dessous, on voit que j'ai déjà préparé des audits de variation que j'ai fait à la main. Donc, par exemple, là, j'avais comparé 28 janvier au 11 mars. Donc, 28 janvier, c'est le premier qu'on avait fait. Et 11 mars, c'est le dernier que j'ai de disponible. Donc, on va aller voir la variation. On va voir s'il a bien bossé. Bon, c'est pas mal. Antoine, c'est passé de 80 à 86. Ah, pas mal. Les derniers points sont évidemment vachement plus durs à obtenir. Hein. C'est comme… Là, c'est le quality score ou sur le contenu? Non, là, c'est sur le score technique. Parce que sur le score technique, quand on fait des corrections, des optimisations, dès qu'on refait un audit, on le voit immédiatement. Le crawler, il voit immédiatement et l'analyseur si ça s'est effectivement amélioré.
Par contre, est-ce que ça se voit forcément tout de suite sur le score de performance? Pas du tout, parce que le score performance, il est basé sur un an glissant. D'accord. Avec les Et comme dans ton cas, le site, il est relativement jeune et que c'est surtout sur les derniers mois que tu as fait du trafic, forcément que ça progresse quand même assez vite. 4 points en 2-3 semaines, c'est pas mal du tout parce que c'est lissé sur un an en fait. Mais celui où vraiment on voit tout de suite si on a corrigé des choses ou pas, c'est le score technique. D'ailleurs, regarde, on peut aller voir là. Je trouve que ça, c'est quand même assez visible. Donc, en bleu clair, là, c'est l'audit du début de l'épisode 1. Et je rappelle que sur ce diagramme, il faut être le plus à l'extérieur possible. Donc là, on se rend compte bien que tu as bossé sur presque tous les aspects. Voilà. D'ailleurs, pour le temps de chargement, petite astuce, je suis passé sur. Peut-être que Léa, elle pourra. Ah, quoi que Léa, c'est compliqué, c'est un gros site. Mais si tu as des problèmes d'hébergement, bon, je pense que tu es sûrement sur un mutualisé. Il faudra peut-être envisager de passer sur un serveur individuel, surtout pour un gros site comme ça. Moi, je suis passé sur Cloudflare. 20 € par mois. J'ai fait quelques modifs, mais sans avoir à coder. Et là, je suis content de voir que ton outil, il a constaté une belle amélioration. Et en effet, c'était aussi de serveur. Pardon. J'ai pas entendu quand tu as dit le nom, tu peux redire ça? Cloudflare, mais par contre, je sais déjà, à mon avis, pour un site comme Warmongo, si tu veux vraiment corriger ton problème de serveur, il faut que tu penses il faut que tu regardes si tu es sur un mutualisé et peut-être envisager de prendre un serveur dédié, en fait. Et ça, à mon avis, ça serait peut-être la solution de passer sur un dédié pour ton site. Ça marche, merci. Bon, voilà, moi j'ai fait le tour un peu de ce que je voulais présenter. Donc, j'espère que ça vous a donné quelques pistes. Qu'est-ce que ça vous a donné aussi, j'espère aussi, envie de voir ou d'essayer un peu plus ces outils. Moi, vous avez compris, ce qui m'intéresse le plus, c'est de gagner du temps. Qu'on soit d'ailleurs prestataire SEO ou qu'on bosse le SEO pour son propre site ou pour son employeur. Dans tous les cas, on manque de temps, nos journées sont courtes, on a plein de boulot, on voudrait prioriser les choses. Et c'est pour ça qu'avec mon associé Fabien, on a pas mal bossé cette partie synthèse. Elle est même presque longue, mais finalement, si on lit que la synthèse, au lieu de lire tout le rapport, eh bien, on gagne beaucoup, beaucoup de temps. Et d'ailleurs, cette fois-ci que pour les prestataires, donc Fabrice par exemple, ou toi Antoine, eh bien, en avant-vente, c'est génial aussi en fait. Ouais. Là, je suis sur un audit de comparaison, donc il faudrait que je revienne sur un des premiers. Voilà, comme ça. Savoir que quand on le lance, même sans avoir l'accès à Search Console, eh bien, on va avoir le score technique, on va avoir le quality risk. Et en fait, en quasiment très peu de temps, en 3 clics et on attend que le rapport soit prêt, on a déjà plein d'idées sur le potentiel du site. Et ça aide beaucoup, soit pour répondre à une demande de devis, soit pour carrément prospecter. Et puis par habitude aussi, on se rend compte si c'est un client qui est même intéressant à prendre parce qu'il a une marge de progression hyper sympa en SEO. D'accord. J'ai une question, Olivier. Tu as un outil qui s'appelle aussi, j'ai vu, RM Navigation, c'est sa pagination, pardon. Ouais. Exact. Tu peux en parler un petit peu? Alors, dans RM Pagination, on repère les endroits du site où il y a de la pagination. On a un certain nombre de règles qui sont d'ailleurs celles de Google, de bonnes pratiques en fait, pour bien faire la pagination. Par exemple, je ne sais pas moi, le lien vers la page 2, la page 3, la page 4, il ne doit pas être en nofollow. Parce que sinon, Google ne va pas le suivre et voilà, il ne doit pas être bloqué au robot TXT. Il doit bien répondre en code 200, etc. Donc, on a une dizaine de règles comme ça qui sont analysées. Mais surtout, après,
on a inventé des algos pour voir si l'utilisation de la pagination est une bonne idée ou pas, carrément. Donc, en fait, sur un site comme, je sais pas moi, Warmango, où on a vu qu'il y avait beaucoup de pagination, mais même sur ton client, je crois que c'était le cas, on va essayer de repérer ce que j'appelle les pages de détail. Donc, en fait, ça va être des fiches produits ou des articles. Et on va regarder comment on calcule la profondeur d'habitude. Donc, la profondeur, c'est le nombre de clics pour trouver la page. OK, mais si jamais le plus court chemin pour trouver la page, c'est d'aller se perdre dans la pagination, il n'y a aucun internaute qui fait ça. Hein. Voilà, ils ne le font pas. Donc, en général, ce n'est pas bon signe. Et donc, on va essayer de comparer. Déjà, on va regarder ces pages-là. Est-ce qu'elles ont des performances moins bonnes que celles qui ont droit à un lien de meilleure qualité? Et donc, on le mesure. On le montre par la mesure du trafic généré. Et on regarde aussi quelle serait la profondeur de la page si on s'interdisait carrément de passer par la pagination. Donc, en gros, si on suit que des liens dans le contenu, dans des articles ou sur la page 1, mais pas des autres endroits. Et là, on se rend compte aussi que ces pages-là, celles qui ont une profondeur qui est bien plus forte si on évite la pagination, eh bien, en fait, c'est des pages qui ont des performances beaucoup plus faibles. Donc, en fait, ça aide à repérer les faiblesses structurelles d'architecture du site générées par la pagination. Voilà. Par contre, là, je ne l'ai pas montré parce que de mémoire, ça ne marche pas toujours si jamais le site n'utilise pas la balise link rel égale next ou link rel égale prev. Ces balises qui sont encore utilisées par l'accessibilité, par exemple, elles ne sont plus utilisées par Google. Nous, notre audit, il les utilise parce que ça l'aide beaucoup à trouver où est la pagination. Donc, dans WordPress, souvent, elles sont laissées dans les templates, mais ce n'est pas sur tous les sites. Et l'outil marche moins bien si jamais il n'y a pas ces balises-là. Mais on pourrait faire des essais. Hein. Nous, on l'a fait sur des gros sites e-commerce qui pouvaient avoir aucune façon de dire si c'est bien ou pas bien d'avoir fait de la pagination sans un outil comme ça. Voilà. Donc, on l'a fait sur des gros sites e-commerce et ça donne des bonnes pistes, en fait. C'est intéressant aussi, d'ailleurs, de faire en pré-prod. En pré-prod, quand on prépare une nouvelle version d'un site et qu'on croit que notre façon de faire la pagination est meilleure qu'avant. Et en fait, non. Donc, ça, c'est intéressant à vérifier. C'est la même chose, d'ailleurs, avec la profondeur. Hein. Quand on fait des refontes, il faut absolument comparer la pré-prod et la prod avant de mettre en ligne. Hein. Sinon, on prend beaucoup trop de risques, quoi. Et là-dessus, ce que tu recommandes, enfin ce que tu as recommandé à Léa, c'était vraiment de catégoriser au max, en fait, pour diminuer. Oui, quand on a beaucoup de contenu, oui. Ouais. En fait, ça, c'est quand c'est aussi assez automatisé. Par exemple, des fiches produits dans un catalogue d'un site e-commerce, c'est hyper automatisé, le maillage. Le maillage, il est fait il y a des catégories qui lisent des produits ou qui lisent des sous-catégories qui elles-mêmes lisent des produits. Mais il y a d'autres types de sites ou d'autres de contenus, quand on est un peu plus tourné sur l'éditorial et qu'on peut avoir une vraie stratégie de silo ou de cocon, t'appelles ça comme tu veux. Et là, ça devient vachement plus intéressant de faire du maillage au cœur du contenu. Et tu n'as pas besoin de faire des catégorisations dans tous les sens quand c'est ça. Okay, super. Bon, merci beaucoup, Olivier, pour la présentation de ces 3 audits. J'ai trouvé ça super intéressant. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. C'était intéressant de voir ce que ça donnait sur des sites plutôt de médias, des sites d'e-commerce. Ça mélange pas mal de données. Moi, ce que je trouve super utile aussi, c'est le côté suivi toutes les semaines ou tous les mois. On a des données qui ne sont pas seulement techniques. Je vais peut-être dire une bêtise, mais moi, en tout cas, les outils de suivi que j'utilise,
c'est très souvent des rapports techniques ou uniquement du netlinking, uniquement de la santé générale, etc. Là, on a vraiment une vue d'ensemble, on a du contenu, on a de la technique, et je crois que tu es vraiment le seul outil qui permet ça. Donc, je trouve ça vraiment super intéressant. En fait, une différence, il y a d'autres outils qui permettent de faire du monitoring, on va dire. Donc, on leur donne une liste de pages. Donc, en gros, on va donner nos top pages stratégiques et il va les crawler souvent pour vérifier qu'elles sont toujours indexables, que leur balise title n'a pas changé, ou des trucs comme ça. C'est presque indispensable d'avoir ça, en fait. Mais nous, on s'est dit, en fait, c'est l'ensemble du site qu'il faudrait surveiller. Donc, on a plus utilisé le terme surveillance. Donc, on dit, on met en mode surveillance, comme quand je pars, j'ai la chance de partir pendant les vacances, je mets une alarme à la maison, je voudrais être surveillé et je voudrais être au courant. Ou alors, je mets une surveillance, si jamais je suis capable, je ne sais pas comment je vais faire d'ailleurs, mais voir si j'ai des fuites d'eau dans ma toiture. Et le but, ce n'est pas d'avoir l'info 6 mois plus tard, parce que 6 mois plus tard, ma charpente, elle aura morflé. Non, c'est d'être prévenu relativement vite. Et donc, nous, on s'est dit, en fait, on va automatiser le lancement des audits. Alors, on choisit la fréquence et on peut la changer quand on veut. Hein. Ça peut être tous les jours, tous les 7 jours, les 14 jours, tous les 30 jours. Mais on peut changer, en fait. Et au moins, on est prévenu s'il y a des choses qui sont en train d'empirer le référencement. Et on ne le verra pas 3 mois après quand, là, les dégâts seront hyper forts. Ouais. Voilà, donc ça, si vous voulez en savoir un peu plus sur ça, eh bien, on a un webinar, évidemment, sur ce qu'on appelait donc la surveillance. Et voilà, je vous conseille d'aller voir. Voilà, Antoine et Olivier, moi, ce qui m'a le plus épaté là-dedans, surpris, c'est la corrélation qu'on a avec le Go Search Console et tes indicateurs. Que tu aurais mis que les indicateurs seuls, j'aurais dit, ouais, peut-être que, tu vois, on peut en discuter. Et qu'avec les corrélations qui viennent des données réelles, ça change tout le rapport. Hein. Ah oui, mais c'est pour ça qu'en fait, je ne veux plus faire d'audit sans l'accès Search Console. Donc, à chacun, je vous ai d'abord bien demandé, c'est bon, je pourrais bien avoir l'accès Search Console. Et deuxième chose, 2 autres détails aussi sur quelles métriques on a choisi. Déjà, on a arrêté d'utiliser Analytics, Google Analytics, parce qu'il y avait trop de problèmes de fiabilité, notamment liés au consentement des cookies, au fait que les internautes ne donnent pas forcément l'accord pour voir qu'Analytics tourne. Bon. Deuxième chose, on se base sur les clics. Beaucoup. Un peu sur les impressions, mais pas mal sur les clics. Et moi, je préfère largement ça que quelqu'un qui mesure son succès par je suis présent sur 23 mots-clés. C'est tel outil de suivi de ranking qui me le dit. Mais on s'en fout de 23 mots-clés, c'est pas ça. Ou alors, on va me dire, ouais, mais la page, elle est première sur telle requête. C'est bien, mais une page, elle génère du trafic sur plein de requêtes. Donc, si tu veux avoir un indicateur seulement qui résume tout, pour moi, c'est le trafic. C'est des clics. Donc, c'est des clics Search Console. OK, c'est que Google. Donc, il manque Bing, il manque les autres, mais c'est largement le plus fiable, en fait. Largement. Voilà. D'ailleurs, petit teasing, on prépare le 4e outil de MyRankingMetrics et qui utilisera beaucoup RM Console pour faire un suivi. En fait, c'est la richesse d'informations qu'il y a dans Search Console, elle est dingue. Mais encore une fois, il faut un outil qui essaie de la digérer, quoi. Voilà. Donc, j'en dis pas plus. Je n'ai pas de date de sortie. Mais voilà. On aura un truc assez sympa, vous allez voir, sur ça. Bon, merci beaucoup de m'avoir écouté pendant aussi longtemps. Merci à Antoine de m'avoir invité. Et puis, au plaisir de discuter de tout ça avec vous. Si vous avez envie. Super, merci beaucoup, Olivier. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci. Passez une bonne soirée. Oui, vous aussi. Au revoir. OK, salut.